Monsieur de Romanet, le groupe ADP s'est doté en 2020 d'une raison d'être, accueillir les passagers, exploiter et imaginer des aéroports de manière responsable et à travers le monde. Est-ce que vous avez formalisé des objectifs en lien avec cette raison d'être? Vous nous avez dit que vous l'aviez mis dans les statuts à l'instant et que vous n'envisagiez donc pas pour le groupe le statut de société à mission. Oui, la raison d'être que nous avons mise dans les statuts, finalement, elle a assez bien résisté à la crise du Covid parce que avant même cette crise du Covid et avant la prise de conscience généralisée de la nécessité de décarboner le transport aérien, nous avons volontairement mis dans notre raison d'être que notre vocation était d'accueillir les passagers et pas de faire croître le trafic. Nous aurions pu dire notre vocation, c'est d'accroître le nombre de passagers qui utilisent notre aéroport, etc. Non. Et par exemple, très concrètement, aujourd'hui, je suis en train d'établir les objectifs de notre prochain plan stratégique. Et pas plus tard que ce matin, j'ai refusé qu'on se donne comme objectif d'accroître le nombre de connexions aériennes dans les aéroports de notre groupe par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça ne correspond pas à notre raison d'être, qui est d'abord de faire des efforts pour bien accueillir les passagers qui viennent spontanément. Donc, vous me posez par exemple la question de l'entreprise à mission, je crois que je vous ai répondu. Nous avons déjà un comité des parties prenantes et plus généralement, j'anticipe peut-être sur la suite de notre débat, mais je ne crois pas que ce soit utile de donner aux entreprises trop de responsabilités dans la définition de ce qui est le bien et ce qui est le mal. Que dirait-on le jour où ce sont les GAFAM ou les BATX pour la Chine qui se poseront en parangon de vertu? Et c'est le moment de retrouver La Rochefoucauld. Vous savez que La Rochefoucauld, dans ses maximes, vous explique brillamment que derrière toutes les actions apparemment vertueuses se dissimulent des vices cachés. Eh bien, je redoute un monde dans lequel des entreprises plus prospères, mieux établies, plus sournoises que des pouvoirs publics endettés, soumis à la loi des marchés, pourraient imposer leurs règles. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, des entreprises comme Facebook, Google, Amazon soient objets de critique, soient mises en cause, et qu'on n'ait pas un système dans lequel ces entreprises se seraient donné des statuts d'entreprise à mission et pourraient imposer leur morale au monde. Non, je ne pense pas qu'il faille aller trop vite, trop loin, dans le fait que les entreprises se parent des plumes du pan de la vertu. Le métier de l'entreprise, c'est de satisfaire ses parties prenantes, les clients, les salariés, les territoires alentours et ses actionnaires, en respectant l'environnement et la biodiversité. Ça n'est pas le métier de l'entreprise de rechercher l'intérêt général. Parce que derrière cette idée que l'entreprise chercherait l'intérêt général, il y aura toujours l'idée qu'elle met son intérêt particulier au service de cet intérêt général. L'intérêt général, c'est l'apanage des élus démocratiquement élus. Alors, pardonnez ce discours un peu pompeux, un peu général, mais je crois qu'il faut prendre très garde à ne pas donner à l'entreprise plus de responsabilité dans la détermination de ce qui peut être de l'intérêt général, au risque de créer des confiscations et des dictatures d'intérêt particulier. Je vous remercie, c'est tout à fait pardonné. Nous ne sommes pas là pour faire du politiquement correct. Donc merci, merci de la clarté de ce discours. Monsieur de Boissieu, vous déclariez en juillet le fait de chercher de la morale, de l'éthique ne se paie pas par un rendement plus faible dans notre entretien. Et la BRI, Banque des règlements internationaux, a alerté récemment sur la potentialité d'une bulle dans les investissements durables. Est-ce que vous craignez une correction sur ces sujets, sur ces investissements? Bon, d'abord, je pense que je trouve que c'est un peu tôt de parler de bulles sur ces investissements durables. Pour moi, il y a d'autres bulles en ce moment qui sont plus évidentes, qui portent sur certains secteurs de l'immobilier, qui portent sur le Bitcoin, pour ne pas le nommer, qui portent sur, pourquoi pas, sur une partie des marchés d'actions, les valeurs justement de la nouvelle économie me paraissent survalorisées aujourd'hui. Donc, il y a des bulles, à mon avis. Je ne suis pas sûr que je parlerai aujourd'hui de bulles à propos des investissements durables et des critères RSE, ISR, ESG. Ça se développe très vite, on l'a dit l'un et l'autre. Bon, il faut que tout ça se stabilise aussi. Alors, vous citiez un propos que j'avais eu
en juillet à Aix-en-Provence, là, excusez-moi d'ailleurs, si vous pouvez rappeler exactement la formule que j'avais utilisée, qu'est-ce que je disais à ce moment-là, vous évoquiez Vous aviez déclaré que le fait de chercher de la morale et de l'éthique ne se payait pas par un rendement plus faible. Je vous explique. Il y a des travaux qui ont été faits pour mesurer le rendement, j'allais dire, des investissements ISR ou ESG par comparaison avec la gestion classique, la gestion financière classique. Bon. Et il se trouve que moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec un gros gérant comme Amundi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je préside le conseil des parties prenantes d'Enedis aussi, qui me fait toucher du doigt une partie des débats que nous avons aujourd'hui avec Augustin. Je reviens sur le rendement et l'éthique, c'est-à-dire ce que montrent les travaux empiriques qui ont été faits depuis quelques années sur cette question. Ils montrent qu'il est possible qu'à court terme, si on prend une optique de court terme, le rendement d'un portefeuille, j'allais dire, fondé sur des critères extra-financiers, ou prenant en compte des critères extra-financiers à côté de critères financiers, que le rendement soit un peu plus faible que le rendement de la gestion traditionnelle, non ESG ou non extra-financière. Simplement, dès qu'on étend l'horizon de l'étude et de la gestion, c'est-à-dire si on raisonne à moyen long terme, ce que montrent les travaux économétriques qui ont été faits depuis quelques années, c'est que sur le moyen long terme, le rendement d'une gestion qui combine le financier et l'extra-financier, le rendement n'est pas plus faible sur le moyen long terme que le rendement d'une gestion classique. Voilà pourquoi j'avais dit à Aix-en-Provence, c'est assez réconfortant de savoir que quand on prend un horizon de moyen long terme, le fait d'intégrer des critères éthiques, des critères moraux, ne signifie pas qu'on sacrifie le rendement. Voilà, ça me paraît évident, parce que dans l'esprit, peut-être, j'allais dire, de l'opinion publique ou même de pas mal de gérants, ils peuvent avoir le sentiment que si on leur impose de l'extra-financier, ils vont sacrifier le rendement. Ça peut être vrai à court terme, ça ne l'est pas nécessairement et ça l'est rarement quand on raisonne sur le moyen long terme.